bienvenue sur la panafricaine Médian. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Tout d'abord, bonne et heureuse année 2024 pour ce tout premier numéro de l'année. Nos meilleurs vœux également. Et on va aujourd'hui parler du Tchad et de la République démocratique du Congo après sa nomination par le président Mahamat Idriss Déby comme nouveau premier ministre du Tchad. Succès Masra a dévoilé son gouvernement. Il s'agit d'une équipe de 41 ministres, dont 5 ministres d'État et 11 secrétaires d'État. Juste quelques changements sont à noter dans ce gouvernement de la 5e République au niveau des ministères des télécommunications, des sports, de l'éducation nationale et de l'économie, avec le départ également de plusieurs caciques de l'ancien régime. Plusieurs ministres de Saleh Kebzabo, Premier ministre démissionnaire, conservent leur poste. Quelle marge de manœuvre pour Succès Masra? Quel défi de l'actuel gouvernement tchadien dirigé par Masra? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler des résultats en République démocratique du Congo et également des chantiers qui attendent Tshisekedi pour son second mandat. Le président sortant de la RDC a été réélu à 73% des suffrages. Ces résultats sont contestés par l'opposition qui appelle à des mobilisations et à l'annulation du scrutin. L'opposant Moïse Katumbi a obtenu 18% des voix, suivi de Martin Fayoulou avec 5%. Quel impact des résultats de la présidentielle congolaise? Quel chantier attendent Félix Tshisekedi pour son second mandat en République démocratique du Congo? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos deux invités, M. Hamidou Sambaba, vous êtes enseignant-chercheur, également doctorant en sciences politiques. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci d'avoir. Et nos meilleurs vœux également pour cette nouvelle année. Merci à vous aussi. Merci. Et nos meilleurs vœux aussi à M. Denis Ndour. Vous êtes consultant en droits humains, également professeur en sciences sociales. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et quelle lecture déjà faites-vous aujourd'hui de ce rapprochement noté entre le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, et son principal opposant, Succès Masra? Mais je commencerai par dire que je pense que le président a été bien conseillé, le général Itnou. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sortir d'une crise avec des contestations où il y a eu beaucoup de morts et voilà qu'un opposant farouche est sorti du pays, qui doit revenir être nommé Premier ministre. Pour moi, c'est un signal fort pour dire, écoutez, je veux de la réconciliation. Mais c'est une réconciliation qui ne sera pas facile, puisque déjà du point de vue timing, en 10 mois, qu'est-ce qu'on peut réaliser, puisque l'objectif c'est d'organiser des élections pour remettre l'ordre constitutionnel en place en octobre, c'est pas beaucoup. Donc, à mon avis, c'est déjà bien pensé, mais on doit prier pour le peuple tchadien pour que la réconciliation ne soit pas une farce pour après rebondir sur autre chose, mais que ce soit de la réalité. De ce point de vue-là, Masra a du pain sur la planche, parce que non seulement il faudra qu'il essaie de tout faire pour que la transition soit respectée, parce que pourquoi les populations étaient contestataires par rapport au respect de la transition, c'est qu'on ne veut pas laisser les militaires au pouvoir éternellement. Bon, l'idée de militaire, je dis tout le temps, c'est pas parce qu'on est militaire, on n'a pas la dignité de diriger le pays, mais c'est la manière dont on arrive au pouvoir qui pose problème. Et donc, nous aspirons à de la démocratie en Afrique, spécialement dans le Sahel qui pose énormément de problèmes d'insécurité. Évidemment, vous voulez parler de démocratie, vous voulez parler d'état de droit, vous pouvez parler de sécurité, mais ça veut dire qu'il va falloir respecter l'ordre constitutionnel. Et on reste avec ce que vous avez soulevé tout à l'heure, la question de l'état de droit, de la démocratie et les contestations dont vous avez également parlé tout à l'heure s'expliquaient également par le fait qu'aujourd'hui, il était noté en tout cas une certaine restriction des droits et libertés. Déjà en tant qu'aujourd'hui consultant des droits humains, quel regard portez-vous aujourd'hui la question des droits humains sous la transition tchadienne? Oui, il y a eu de l'accalmie quand même parce que vous voyez, il y a eu pas mal de rapports qui sont sortis, que ce soit la coalition de défense des droits humains, que ce soit même au niveau de Tchad.
il y a eu pas mal de dénonciations. Vous savez, les chefs d'État, parfois, ils peuvent fermer les yeux, mais quand les rapports retentissent au niveau international, ça ne peut pas les laisser indifférents. Et donc, oui, liberté d'expression, liberté de manifestation, ce n'est pas encore ce que l'on veut, mais quand même, au moins les arrestations ont diminué. Bon, les médias, les gens continuent à s'exprimer. Et donc, de ce point de vue, on peut dire qu'il y a quand même des efforts et voilà, de l'espoir, en tout cas pour remettre l'état de droit sur place, c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux. Et on reste avec l'opposant tchadien Success Masra, qui aujourd'hui, grâce à un accord facilité par le président de la RDC, Félix Tshisekedi, appelé accord de Kinshasa, a pu regagner aujourd'hui le Tchad après aujourd'hui son exil. Et à la suite de cela également, je l'ai rappelé en introduction, il a été nommé Premier ministre. Aujourd'hui, que pensez-vous de cette décision aujourd'hui, c'est-à-dire la nomination de Masra comme nouveau Premier ministre du Tchad, un gouvernement d'union nationale qu'il dirige présentement? Moi, je crois qu'on est dans le jeu politique, dans un jeu très intéressant, parce que moi, j'aurais bien aimé lire les accords, le contenu de ces accords-là. On en parle, mais personne... Par rapport au contenu de ces accords-là, pour ce qui est de Success Masra, il s'était engagé aujourd'hui à ne pas, en tout cas, pour ce qui a été rendu public, il s'est engagé à ne pas appeler à la violence et à ne pas créer, en tout cas, des troubles à l'ordre public. Au même moment également, le gouvernement le laisse continuer à mener ses activités politiques en toute liberté. Également, le mandat d'arrêt international qui était, en tout cas, lancé contre lui a également été suspendu. C'est en tout cas une partie de ce qui a été rendu public. Il y a des choses, moi, j'aurais bien juste, moi, dans ma démarche de chercheur, lire les accords en tant que tels pour voir qu'est-ce qui a été dit. Parce qu'on a entendu, ça et là, on a vu, mais dans quel état de droit normal où il faut à un opposant des accords pour faire ses activités politiques? C'est une bonne interrogation. Et moi, je trouve que le jeu continue. Et qui est-ce qui gagne dans ces accords-là? Qui est-ce qui gagne? Moi, je pense que c'est du gagnant-gagnant pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, c'est du gagnant-gagnant, de mon point de vue, parce que le président qui est là, on a vu depuis qu'il a gracié tous ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, emprisonnés, avec tout ce qu'on a vu, plus de 300 manifestants, dont certains ont été portés, disparus, tout ça. Quand il a gracié, moi, je me suis posé le débat, j'ai dit, il est en train de vouloir diminuer, d'apaiser un peu la situation politique et de chercher une légitimité. Les membres du FACT accusés d'avoir tué le maréchal Idriss Déby ont également été graciés. Oui, mais je dis, qui est à l'origine de ces emprisonnements? Le timing de ces grâces présidentielles, tout cela, je dis, donc c'est une logique, il est dans une logique de recherche de légitimité politique, parce qu'il sait que les conditions de son accès au pouvoir ne lui assurent pas cette légitimité démocratique-là, parce qu'il n'y a pas eu d'élection et que dans une république, normalement, on n'hérite pas du pouvoir présidentiel. Normalement, il y a un jeu ouvert dont les conditions sont fixées par les acteurs politiques. C'est là où l'opposition intervient. Pourquoi, après qu'il y a eu cet exil-là et qu'il y ait eu tout ce protocole et l'intervention de beaucoup de leviers diplomatiques, les États-Unis, la RDC, tout ça, pour qu'il y ait juste un simple retour d'un opposant et que cet opposant-là accepte d'entrer dans le gouvernement, le gagnant de son point de vue, c'est que ça va lui permettre, en tout cas pour certains observateurs, d'avoir les coups de franche pour avoir une manne. Parce qu'il y a eu des débats sur l'accès à des fonds spéciaux pour le Premier ministre et tout cela. Je me dis, et ça renvoie toujours à ces logiques de rente que nous avons dans nos... Donc c'est un pari risqué pour l'opposant qu'il est, et populaire, et surtout, même à ce pari. Surtout dans un contexte où la question de la sanction de tous ceux qui ont été tués durant les manifestations va se poser. Comment il va régler ça en interne? Et cette question-là va être posée sur la table s'il y aura élection en mai ou en octobre. Cette question a été réglée aujourd'hui avec l'accord que vous avez soulevé tout à l'heure, puisque une amnistie a également été décidée de part et d'autre, c'est-à-dire du côté du pouvoir comme du côté également des manifestants. Une amnistie de cet événement. Et on reste même avec cet accord-là. Aujourd'hui, vous avez soulevé un point important, c'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui dans une démocratie, on a besoin d'un accord pour qu'un opposant puisse revenir dans son pays. Aujourd'hui, c'est pourtant un phénomène qui est assez présent en Afrique, on le voit un peu partout. On a connu ce cas dans le passé au Sénégal entre Idrissa Seck et à l'époque opposant Abdoulaye Wade. On l'a connu aussi dans d'autres pays, on le voit réitéré au Tchad.
est-ce que également le problème ne se pose pas à ce niveau de les micmacs politiques que l'on voit souvent entre opposants et tenants du pouvoir? Mais parce qu'on n'a pas des États au sens weberien du terme. Que ce soit le Tchad, que ce soit le Sénégal, le processus de création de nos États a été un peu raccourci comparativement à ce que Norbert Elias fait dans la dynamique de l'Occident, des États fondamentalement ancrés sur le territoire avec une différenciation au niveau institutionnel. Ça ne s'est pas fait en Afrique malheureusement. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que beaucoup d'États avec des mouvements de contestation, le massacre de Thiaroye, la contestation des tirailleurs et bien sûr le mouvement des étudiants qui sont en Europe et tout ça, que les indépendances entre guillemets se sont faites. Et on a hérité d'un modèle colonial de gestion du pouvoir que ceux qui ont pris le pouvoir ont continué, ont perpétué. Donc il n'y a pas eu au niveau institutionnel ces réformes qui permettent d'avoir des États au sens weberien du terme et qu'on n'a pas ces États-là qui doivent fonctionner avec la règle de droit. Weber le dit dans Le Savant et le politique, l'État doit fonctionner avec un langage juridique, les institutions, ainsi que toute l'action publique doit être dictée pour être légitime par la règle de droit. Ce qui n'est pas le cas, que ce soit pour le Tchad. La règle de droit n'est pas dictée automatiquement par le chef de l'exécutif. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça se comprend du point de vue politique parce qu'on est dans les rapports de force et que ça va notamment progresser. Mais du point de vue juridique, non. C'est ce qui fait que pour moi, on ne peut pas parler de ces... En tout cas, on a des systèmes politiques entre guillemets, mais ce ne sont ni des démocraties, ni des États au sens weberien du terme. C'est ce qui explique qu'on ait besoin d'avoir des accords. Et d'ailleurs, ce que vous dites, qu'est-ce qu'on dit dans ces accords également, ce que vous dites se justifie plus également avec cette suprématie qu'on voit de l'exécutif sur tous les autres pouvoirs, alors que dans le principe, on parle aujourd'hui dans nos constitutions de séparation des pouvoirs, mais dans les faits, ce qui est vu, c'est une certaine suprématie ou bien un présidentialisme fort sur toutes les autres institutions. Le concept consacré en sciences politiques, c'est le césarisme. On ne parle même pas de présidentialisme. C'est lorsque la séparation est déséquilibrée, soit l'un des trois pouvoirs domine. Si c'est par exemple les juges qui dominent, on parle du gouvernement des juges. Si c'est l'Assemblée ou les parlements qui dominent, au cas où il y a un Sénat plus Assemblée, on parle du gouvernement des assemblées. Et si c'est l'exécutif qui domine, on parle du césarisme en référence à Jules César. Mais ce qui est réel dans nos pays, c'est qu'on n'a pas de système de contre-pouvoir. Et les acteurs politiques ne jouent pas franc jeu. Ils sont, pour moi, beaucoup trop dans la réelle politique et très peu dans les principes, notamment l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité dont parle Pierre Bourdieu. Et ce qui conduit souvent à ce qu'on voit, à savoir Weber, ces accords et beaucoup de théoriciens. Et toutes ces situations-là que nous voyons dans nos États. On reste toujours avec Masra aujourd'hui. Cette décision, ou bien ces décisions qu'il a eu à prendre, ont en tout cas créé une certaine situation. Beaucoup de ces anciens alliés de l'opposition ont pris leur distance. Des membres également de la société civile comme des défenseurs des droits humains ont également condamné la position actuelle qu'il a. Et tout à l'heure, Hamidou a soulevé un autre point, à savoir les risques que cela pourrait comporter pour également succès Masra. Aujourd'hui, quel risque de ces décisions de Masra sur son avenir politique? Si l'on sait que dans 10 mois, en principe, doit se tenir une élection présidentielle au Tchad. Alors, ce ne sera pas facile, comme je disais tantôt. Et il faut noter une chose, c'est que souvent en Afrique, les politiques, ce qu'ils font, ça devient toujours un mystère pour les citoyens. On ne comprend jamais leur virement de situation, on ne comprend jamais leurs décisions. Chaque fois qu'il s'est agi d'un parti de faire de l'entrisme pour aller au gouvernement ou bien pour décider de soutenir tel ou tel candidat, la base n'est jamais, en tout cas, consultée ou on les informe seulement. On a décidé d'eux. Donc, ça peut être un mystère qui fait qu'on n'a pas confiance. Bon, on peut dire bénéfice du doute. On est dans un pays où tout le monde veut de la paix. Veut la paix, bon, puisque les gens sont fatigués du point de vue économique. Voilà, il faut mettre quelque chose sur le panier de la ménagère. En ce moment, les gens souffrent parce que la transition ne répond pas, même pas sur le plan socio-économique. Et donc, ce qui fait que on a de la méfiance parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il a accepté? Qu'est-ce que ça a été ces compromis? Pour moi, ça, c'est pas du nouveau. Hein. Dans tous les États africains, chaque fois qu'il s'agit d'un
d'un leader farouche qui met de l'eau dans son bissap, entre guillemets, qui veut venir, ben les gens se disent, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Alors, pour enlever cet équivoque-là, ce sont eux-mêmes les politiques qui doivent faire sens d'éthique dans le fond du mot, du terme d'éthique, dans la pratique de la politique. Sinon, on sera toujours dans des deals politiques. On sera toujours dans des situations où c'est des arrangements. Et quand ça va être un peu mal, on se rend compte qu'effectivement, c'était un deal. Parce qu'on n'aurait jamais cru que tel et tel... Bon, l'exemple au Sénégal, hein, on a vu des alliances à la rigueur contre nature, comme on peut les appeler, entre des politiciens avec un radicalisme fort, et qu'un bon matin, on est ensemble. Si on le fait pour le bien du pays, si on le fait parce qu'on sent ce manque-là, ce besoin-là, cet appétit de vouloir avoir la paix, de vouloir avoir des lendemains meilleurs du point de vue, en tout cas économique, ben, on peut saluer la démarche. Mais Denis, au-delà de ce que vous venez de soulever tout à l'heure, l'éthique, et ces alliances que l'on voit souvent, des alliances à la limite qui peuvent être taxées de contre-nature, est-ce que cela ne se justifie pas par le fait qu'on ne retrouve plus aujourd'hui ce qui faisait en tout cas la base de l'engagement de ces politiques-là, à savoir l'idéologie? Avant, on savait que tel est socialiste, tel est démocrate, tel est libéral, tel est ceci. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on ne tend pas également à perdre cette idéologie en politique? Non seulement on ne les revendique pas, parce qu'à l'époque, dans les argumentaires même de ces idéologies-là, ce qu'ils incarnaient, ils le revendiquaient dans leur prise de position, dans les actions qu'ils menaient sur le terrain. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne reconnaît plus qui est socialiste-démocrate, qui est communiste, qui est marxiste-léniniste. On ne sait plus qui est qui. Et pourtant, ils conservent les noms de leur parti qui reflètent une certaine idéologie. On est arrivé là parce qu'il n'y a pas eu de formation. On est arrivé là parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé les transhumants politiques. C'est-à-dire on n'est plus là pour défendre des principes et des idées, mais on est là parce que c'est un champ où, c'est comme dans la théorie des champs en sociologie, le dominant veut rester, le dominé veut se sortir de cet aspect-là pour être dominant, et le dominant cherche à toujours dominer. Et maintenant, lui, il se dit, ok, si je fais un peu je fais des arrangements, je peux me retrouver de l'autre côté. Donc là, on ne parle plus d'idéologie dans la mesure où les gens vont te dire, mais la politique, c'est l'addition, hein, c'est pas la soustraction. Donc on augmente et puis chacun va tirer son épingle du jeu. C'est quoi? C'est un partage de gâteau. Maintenant, moi, il y a un vent qui souffle avec la jeunesse, cette jeunesse africaine, que ce soit au Tchad, on a vu même Masra, mais ses connexions avec Ousmane Sonko, du point de vue panafricanisme, du point de vue élan de rupture de système. Donc on peut dire qu'il y a un vent qui souffle. Mais est-ce que ce vent qui souffle va porter à l'Afrique justement ce que l'on attend, puisqu'on dit que l'Afrique c'est l'avenir du monde? Est-ce que ce vent qui souffle, qui normalement devrait être incarné par cette jeunesse africaine qui ne devrait plus être une jeunesse désœuvrée, qui pense à aller apprendre les pirogues pour aller en mer, pour aller mourir parce que tout simplement on n'a pas de lendemain meilleur, mais plutôt ce vent qui souffle pour montrer que au-delà de tout ce qui était là avant nous, on peut faire la différence en montrant comment on peut s'appuyer sur notre propre force, comment on peut s'appuyer sur, disons, ce qu'on a de naturel. C'est d'ailleurs ce que proposait un leader comme Succès Masra et qui avait fait sa popularité également auprès des jeunes au Tchad. J'ai envie, Hamidou, de vous interpeller sur la même question parce que tout à l'heure vous aviez commencé à développer dessus, c'est-à-dire quel risque aujourd'hui de ces positions actuelles de Masra pour son avenir politique? Non, mais il y a un risque. Soit il a un projet plus global et que cette station de pouvoir-là est une étape et qu'il en a discuté avec sa base et que c'est une stratégie globale où, parce que cette position de pouvoir lui permet d'avoir accès à des ressources, d'avoir un maillage territorial et de préparer les prochaines élections, ou que
il est tellement obnubilé par le pouvoir que c'est une occasion pour lui en or et que là, il risque de se compromettre et de compromettre le projet qu'il avait globalement et qui avait fait sa popularité. Donc pour moi, c'est l'avenir qui pourra nous dire de quel, en tout cas, il s'agit de quel scénario. Et d'ailleurs, lors du dernier même référendum constitutionnel qui doit consacrer la nouvelle constitution tchadienne, une constitution qui va consacrer également la 5e République du Tchad, Masra a battu campagne pour le oui, qui a remporté la victoire à 86%. Que pensez-vous aujourd'hui des réformes contenues dans cette nouvelle constitution tchadienne? On peut citer entre autres un État unitaire décentralisé, la création également d'assemblées locales qui seront administrées aujourd'hui au niveau local, le retrait du chef de l'État de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature et également le retour de la limitation des mandats à 2 que son père Idriss Déby Itno avait fait sauter. Pour moi, il y a de bonnes idées. Honnêtement, je n'aime pas voir un président siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Même s'il ne fait rien du tout, ça crée des soupçons, pour moi. C'est ce qui fait que moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait une séparation réelle des pouvoirs, même si, dans la réalité, parfois, il faut des systèmes de contrôle mutuel et de contre-pouvoir. Pour moi, c'est ça l'idéal. Ça, pour moi, c'est une bonne idée. Mais tant qu'on a cet héritage-là, on a un héritage de notre rapport au pouvoir qui est de nature napoléonienne. Malheureusement, on n'a pas des présidents, on a des rois. Et c'est ce qui fait que tant que lui n'a pas l'esprit d'une construction institutionnelle qui va être équilibrée dans la durée, lui-même va phagocyter et il va changer les lois selon les contingences politiques. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Et la Constitution, pour moi, les meilleures réformes constitutionnelles, c'est les réformes qui disent aux gens qu'on ne touche pas impunément et facilement, comme on fait dans nos pays, les constitutions. La Constitution des États-Unis est un exemple. On ne fait que des amendements depuis la Convention de Philadelphie. Et on a des pays qui sont, d'un point de vue historique, qui ont 60 ans, et compter le nombre de fois où on révise nos constitutions. Alors que la Constitution, c'est deux choses. C'est la durée, les principes intangibles qui sont là, qui organisent l'acquisition, l'exercice et la perte du pouvoir, l'organisation du pouvoir présidentiel et les autres pouvoirs. Et sur les principes-là, les acteurs doivent être d'accord. Donc on ne touche pas très facilement comme on fait la Constitution. Deuxième chose, le principe de la révision constitutionnelle. C'est pour que dans 50 ans, dans 100 ans, qu'on puisse, s'il y a une évolution au niveau démographique, politique, économique, des éléments qui doivent être intégrés. Et non pas, quand un président vient, il fait son référendum. Chaque président vient avec ses référendums. Regardez. Prenez n'importe quel pays, il faut donc relever le défi aujourd'hui du verrouillage de nos constitutions africaines. Oui, et que les acteurs politiques aient la grandeur de ne pas toucher, selon leurs intérêts du moment, les constitutions. Ça diminue la valeur symbolique des constitutions. Et ça désacralise également par la même occasion les institutions. Et Denis, parmi les priorités de l'actuel gouvernement, plusieurs crises sociales, en particulier dans le secteur éducatif, mais surtout l'organisation des élections au plus tard en octobre 2024, ce qui permettra un retour des civils au pouvoir au Tchad. Selon vous, quels sont les défis aujourd'hui ou quelles doivent être ces priorités qui attendent le gouvernement de Masra? Alors, je reviens un peu sur la Constitution parce que la Constitution, pour moi, si ça devient un objet aléatoire, c'est parce que aussi c'est pas ancré dans nos réalités. C'est-à-dire, on ne peut pas aussi nous calquer quelque chose qui appartient à d'autres. On ne va pas se retrouver, on va se comporter socialement, sociologiquement, suivant notre nature et suivant nos réalités. Donc, il faut, pour assurer également qu'on ait une adaptation de notre constitution et c'est l'exercice que les assises nationales ont tenté de faire au Sénégal. Malheureusement, cette constitution, on l'a jetée à la poubelle. Mais est-ce une question d'adaptation, Denis, ou plutôt une question de responsabilité? Puisque même dans nos organisations sociétales, on avait également des formes de charte, des formes de pacte, même de parole d'honneur, la charte du mandat et tout, des formes de parole d'honneur qui existaient. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt une question d'éthique et de responsabilité des hommes qui incarnent les institutions? C'est les deux, puisqu'on a parlé d'éducation tout à l'heure. Justement, dans la formation et l'éducation, c'est là on doit asseoir ces bases de responsabilité-là. Sinon, bon, on est là, on dit que c'est la Constitution, mais on peut le respecter comme on peut ne pas le respecter. Ça doit être quelque chose qui est ancré en nous. Par exemple, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est ancré chez les citoyens américains. Bill of Rights is right there, we don't touch it.
personne ne remet en cause parce que c'est l'unité, parce que ce sont les bases, les principes pour faire fonctionner la nation. Donc pour revenir, moi je pense que le défi de l'organisation de ces élections-là, c'est un grand défi. Mais il va falloir jouer franc jeu. C'est-à-dire des élections, c'est un processus. Et dans ce processus, la partie la plus importante pour moi, c'est la partie avant les élections. Je le dis toujours même. La partie préélectorale, donc de grands défis à relever au Tchad, dans la cogestion de Success Masra et également du président Mohamed Idriss Déby. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette première partie. En seconde partie du débrief, il sera question de parler de la République démocratique du Congo avec le président Félix Tshisekedi qui vient d'être réélu. Quel chantier attendent Tshisekedi pour son second mandat? C'est tout de suite. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Hamidou Sambaba, quelle lecture aujourd'hui faites-vous des résultats issus du scrutin de la présidentielle, surtout en République démocratique du Congo? Moi, je lis ça avec un grand recul parce que vous savez, moi, ce que je pense des élections, l'élection n'est pas le levier, en tout cas le critère pour désigner un pays comme étant démocratique ou pas, parce que dans les recherches en sciences politiques, on sait que l'élection était considérée comme oligarchique et la démocratie, dans sa représentation, procédait par tirage au sort. Maintenant, l'élection, c'était juste pour quelques postes techniques, l'armée, la magistrature, entre une communauté très limitée, on pourrait faire des élections. Mais de façon plus générale, c'est plus tard, avec la démographie, qu'on a choisi la démocratie représentative et qu'à condition, bien sûr, que l'élection soit ouverte au plus grand nombre et que le processus, que ça soit avant, pendant et après, soit un processus transparent, ouvert et tout ça. Donc, ce qui fait que moi, je regarde d'abord le taux de participation. Et le taux de participation pour cette élection qui réélit à 73% le président sortant est de 43%. Pour moi, c'est limite pour un pays aussi grand que le Congo, avec un pays où il y a beaucoup d'enjeux. Avec plus de 40 millions d'électeurs. Pour beaucoup d'enjeux, c'est-à-dire qu'en valeur réelle, qu'est-ce que ça donne? C'est des millions de personnes pour des questions logistiques, pour des questions d'organisation administrative, pour les questions, les pratiques de la technique de la salamandre, le gerrymandering, qui fait qu'on essaie de rendre difficile l'élection pour les gens qui nous sont un peu hostiles et tout ça. Ça fait que moi, voilà, ça ne m'étonne pas parce qu'on a vu que les élections en Afrique sont très souvent viciées, même s'il y a un discours officiel et diplomatique pour ne pas froisser les gens. Mais pour ce qui est de l'ouverture aujourd'hui des scrutins, vous avez aujourd'hui demandé tout à l'heure l'ouverture, la transparence, l'inclusivité des scrutins, mais est-ce qu'on ne notait pas en tout cas une certaine inclusivité, une certaine ouverture de ce scrutin-là, puisque beaucoup d'opposants et même d'acteurs de la société civile et tout étaient candidats à cette présidentielle? On a vu Katumbi, on a vu Fayoulou, on a vu également d'autres candidats, même de la société civile. La société civile même avait un candidat officiellement qui était aujourd'hui candidat en lice à cette présidentielle. Oui, même s'il y a 25 candidatures, mais il faut voir les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Dans une élection, dans la définition par exemple de Schumpeter ou Diamond, on n'utilise pas par exemple les moyens de l'État pour la quête du pouvoir ou en tout cas dans la pratique du pouvoir. C'est-à-dire que lors d'une élection, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a eu l'utilisation de l'administration pour faciliter pour le pouvoir et rendre difficile ces élections-là aux gens. L'accès aux médias, ça doit être équilibré. Les pratiques de propagande, de communication durant la campagne, et vous voyez comment tous les moyens de l'État, vous regardez les voitures officielles, les voitures de l'administration, tout est utilisé, tout est mis en place pour que le pouvoir sortant gagne. Alors que c'est un parachuté sur lequel on avait beaucoup de projets. En tout cas, il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ce qui s'est dit, le fils prodigue qui revient, qui vient faire les réformes. En termes de résultats, il a fait quelques résultats un peu timides, notamment avec l'accès aux soins de santé ou sur l'enseignement, des trucs comme ça. Mais pour le potentiel de développement du Congo, pour moi, c'est très limité. Et on reviendra tout à l'heure sur le bilan de Tshisekedi. Et quelle lecture faites-vous de niveau par rapport surtout à l'organisation du scrutin? Je rappelle que c'était une élection présidentielle, une élection législative et provinciale qui avait été mise ensemble lors de ce scrutin.
Quelle lecture faites-vous de l'organisation? Hamidou a soulevé tout à l'heure la question de l'inclusivité, de la transparence et aussi de l'ouverture de ces élections-là. C'est vrai, l'organisation, c'est un point qui revient tout le temps et ça remet en cause souvent le respect du calendrier électoral. Est-ce qu'on doit organiser des élections parce qu'on est prêt ou bien est-ce qu'on doit organiser des élections parce que c'est la date issue, donc il faut qu'on organise? Alors, du point de vue général, si vous regardez un peu la conférence des évêques, l'Église protestante, en tout cas, ceux qui observent de façon générale ont souligné beaucoup d'impairs par rapport au processus déjà, c'est-à-dire avant les élections. Ça veut dire que tout n'était pas réuni sur le plan organisationnel pour que les gens puissent voter, la preuve, le taux de participation. Mais également, il ne faut pas oublier qu'il y a au moins 200 000 personnes qui se sont déplacées pour des raisons que nous connaissions avec le Sud, avec voilà, le M23. La situation voilà, qui fait que, bon, les gens, comment ils vont aller voter et qu'ils ne se sentent pas même en sécurité? Est-ce qu'on peut légitimer cela? Et ça va poser toujours un deuxième problème. Souvent en Afrique, celui qui est au pouvoir pour avoir un deuxième mandat, c'est comme lettre à la poste. Les arguments qui viennent le plus souvent, c'est « Oh, il a commencé, laissez-le terminer ce qu'il a commencé. » Même Félix l'a dit. Pourtant, le KWA a été une exception au Libéria. Oui, ça, on salue, et puis on salue son fair play. Voilà, mais c'est des exceptions. C'est des exceptions à suivre. Mais c'est toujours cette revendication, laissez-moi le temps de terminer, d'achever ce que j'ai commencé. On dit oui, donc c'est un mandat, on le laisse. Après, il prend goût, c'est là où on va tenter parfois des troisièmes mandats. Mais moi, je pense que, de façon globale, on n'est pas encore sorti de l'épreuve, même si, provisoirement, c'est plébiscité de dire, oui, 60 et quelques, plus de 70%. Ben, voilà, 73%, donc 73%. Donc ça, bon, on peut dire que oui, c'est vrai, c'est évident, il va passer. Mais attention, on a vu dans d'autres pays des tendances qui sont renversées de façon, voilà, catégorique. Mais là, est-ce possible de voir des tendances renversées si l'on sait que le deuxième Katumbi est à 18% et le troisième Fayulu à 5%? Oui, c'est pas évident, mais c'est-à-dire le fait de ne pas être légitimé. C'est-à-dire que vous dites, j'ai tant pour cent, mais les gens n'y croient pas. Ça pose problème. C'est-à-dire qu'après, vous serez un président illégitime. Dans la légalité, oui, le droit vous le permet, c'est ça. Vous êtes celui qui a été proclamé par les institutions habilité à le faire. Mais aux yeux des populations, ce n'est pas vous qui avez gagné. D'ailleurs, son premier mandat avait posé problème. Mais on a dit, bon, on va le laisser au moins, voilà, s'y aller parce qu'il s'était engagé pour... D'ailleurs, à l'époque, Martin Fayulu disait victime d'un hold-up électoral qui a été négocié selon lui entre Kabila et Tshisekedi. Kabila et puis également l'international, la communauté internationale a joué un grand rôle dans ça. Et parmi les promesses de l'époque, c'était que je vais tout faire pour que le Congo puisse avoir sa souveraineté dans la mainmise de son territoire dans sa globalité. Donc cela, c'était vraiment une grande promesse. Maintenant, en plus de cela, l'aspect économique... Par rapport à cette promesse, est-ce qu'il n'a pas failli sur ce point? Parce qu'aujourd'hui, le M23 continue à progresser. Il a eu à faire appel à des forces régionales de l'Afrique centrale, ensuite des forces régionales de l'Afrique australe, pour aussi venir aider son pays par rapport à la situation à l'Est. Est-ce qu'il n'a pas failli sur ce point-là, à savoir la situation à l'Est de la RDC? Il a failli sur ce point-là parce qu'il n'est pas allé en profondeur dans le règlement de ce conflit. Parce qu'il y a un problème diplomatique qu'on essaie de gérer, c'est est-ce qu'il faut régler le problème en étant en conflit direct frontal avec le Rwanda? Ou bien est-ce qu'il faut négocier? Et le temps de négociation, ben voilà, il a fallu à un moment donné faire l'état de siège, geler un peu, voilà, le pouvoir financier de certains qu'on accuse d'être derrière. Voilà ces conflits-là, mais cela n'a pas suffi. Donc ça veut dire tout simplement que c'est un chantier à double tranchant dans la mesure où il faut gérer aussi l'aspect diplomatique par rapport au pays qui est à côté et qu'on accuse d'être derrière.
on l'a toujours vu, hein, que ce soit pour le Sénégal, que ce soit dans tous les pays, que ce soit pour le Maroc, où il y a des conflits de séparationnistes, il y a toujours une complicité de l'État qui est à côté. Et donc, pour régler ça, il faut vraiment passer par la diplomatie. Ce n'est pas j'ai le mandat, je vais le faire et c'est réglé comme lettre à la poste. Non. Mais également, du point de vue économique, il avait promis, par rapport à l'emploi des jeunes, ça devient encore une deuxième promesse pour ce nouveau mandat-là. J'ai entendu pendant cette campagne électorale, pour dire que voilà, il compte régler cette question définitivement, notamment également l'aspect économique avec l'informel, qu'il faudrait donner un peu plus de crédit pour pouvoir les valoriser. Et donc tout ça aussi, est-ce que les populations congolaises vont avoir le temps d'attendre? Et par rapport même à ce point, allez-y. Donc je disais, par rapport à l'attente, il peut y avoir d'autres conséquences. C'est-à-dire, oui, j'ai gagné et tout, au bout de quelques mois, c'est une révolution. On en a vu dans les pays à côté de nous. Voilà, du Sahel. Et il y a un autre aspect, c'est aujourd'hui le Congo a toujours voulu montrer son hégémonie en tant que grand pays de l'Afrique, qui a montré son émancipation, ses relations avec les États-Unis. Et ce mythe-là est encore là. Comment le président-là peut régler cette question-là, tout en étant là pour régler aussi les questions voilà, du panier de la ménagère. Et par rapport à cette question même de la diplomatie et ses attaques frontales à l'égard de son voisin, le président du Rwanda, ce dernier en tout cas l'accusait même d'utiliser ce conflit-là ou bien même ses attaques comme argument de campagne pour cette présidentielle. Et Hamidou Sambaba, vous, quelle lecture en tout cas faites-vous du bilan de Félix Tshisekedi? Tout à l'heure, Denis a commencé à développer sur certains points la question du panier de la ménagère, la situation sécuritaire et tout. Vous, quel bilan tirez-vous de la gestion aujourd'hui de Tshisekedi pour son premier mandat? C'est le bilan d'un parachuté. Hein. Parce que moi, je me questionne sur sa légitimité. Il avait beaucoup communiqué en étant en exil sur ça, sur son père, sur ça. C'est le parachutage, c'est courant en politique ou le pantouflage. Mais là, par rapport aux attentes qu'il avait, je pense que c'est une déception. Parce qu'il s'est rendu compte que la réalité du pouvoir, c'est une réalité complexe, avec les jeux d'intérêt, les groupes de pression, en ce qui concerne le Congo, les multinationales surtout, sur la question de leur sous-sol. Est-ce qu'il a la main et les coups de franche pour pouvoir donner la répartie et défendre les intérêts des Congolais au mieux, dans un contexte où il a trouvé un ensemble de groupes sur place et qu'il est passé au forceps et très difficilement, on se souvient, pour la première élection. Donc pour moi, c'est une déception parce que le Congo a un énorme potentiel en termes de sous-sol, en termes de biodiversité. Donc le potentiel, il est là, mais qu'est-ce qu'il en a fait? On peut donner toujours l'argument de la durée limitée. Au-delà de sa personne, est-ce que ce problème-là aussi, ou bien cette situation ne se justifie pas par la question sécuritaire et la rébellion du M23 à l'est du pays? Puisque ça également, ce n'est pas sous son magistère. C'est un problème certes qu'il peine à régler, mais ce n'est pas sous son magistère également. C'est pas suffisant. Ce problème sécuritaire avec le M23 se pose, c'est une des équations qu'un État souverain doit pouvoir régler, que ce soit par son armée bien formée, et qui a la mais dans d'autres pays, on voit ce genre de conflit qui persiste toujours. On a le cas au Sénégal où depuis plus de 40 ans, avec le MFDC, le conflit persiste toujours. Non, ici, il s'agit du Congo. Le Congo a 1 fois plus de potentiel que le Sénégal. Donc, ce n'est pas les mêmes enjeux. 2, on sait que le Congo, en termes de ressources de sous-sol, alimente la production de smartphones. Et souvenez-vous du discours du docteur Denis Mukwege, son discours de réception du Nobel, quand il revenait sur une forme d'insécurité, l'usage du viol comme arme de guerre contre les filles qui sont à Bukavu, où il intervenait comme médecin. Donc le Congo a plusieurs problèmes structurels qui viennent du fait que c'est un État post-colonial qui a du mal à s'asseoir en tant qu'État, et ça a commencé depuis Lumumba. Et ça persiste parce que les acteurs politiques, à aucun moment, n'ont vraiment réglé ces problèmes structurels-là. Que ce soit Kabila, que ce soit
lui, il prend l'héritage. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous prenez un héritage, vous prenez aussi le passif. Le passif du Congo, c'est que le Congo est pris en otage par des multinationales, des groupes de pression. Et il a dit dans son discours, le docteur Denis Mukwege, que s'il y a une organisation, au niveau politique, ces mêmes personnes-là utilisent les rentes minières dans des conditions catastrophiques. À chaque fois que vous utilisez votre téléphone, pensez à des enfants qui sont mineurs, qui sont exploités, surexploités, et les gens ferment les yeux parce que c'est des Congolais. Quand c'est des Congolais, c'est des Noirs, ça coûte pas très cher, c'est pas grave. Quand vous mourrez dans la Méditerranée, c'est la même chose. Il y a une négrophobie institutionnelle. Je reprends un peu le terme de Xavier Verschaff et Bokar Boris Diop. Et ce qui fait que le Congo, les gens ferment les yeux. Donc, pour moi, l'État, en tout cas, il ne remplit pas. Il n'a pas pris à bras le corps ces problèmes de sécurité-là qui impactent sur les projets de développement, que ce soit pour l'éducation, l'emploi, tout cela. Il faut investir. Là, Cheikh Anta l'a dit. La sécurité précède le développement. Et le développement avec ses différents piliers, avant d'en parler, il faut que les gens se sentent d'abord en sécurité. C'est même la situation qui prévaut au Congo, cette situation d'insécurité qui impacte également sur le développement du pays. Par rapport à ces points soulevés, c'est-à-dire ce passif dont il a hérité et que également ses prédécesseurs ont peiné aujourd'hui à gérer en tout cas, ou bien à mettre fin à cette situation-là. Aujourd'hui, comment relever ce défi de cette situation sécuritaire même au Congo, surtout à l'Est qui est la partie en tout cas la plus riche de la RDC? Alors c'est là où l'expression l'État est une continuité qu'il faut réviser ou bien avoir une autre lecture. Quand on dit que l'État c'est une continuité, c'est-à-dire on ne va pas à l'aveuglette appliquer ce que l'autre faisait. Pour certains, c'est ça la continuité de l'État. Non, c'est-à-dire qu'il faut regarder là où ça ne va pas pour essayer de changer. Et regarder là où il faut consolider ou parce qu'on a vu que c'était des acquis, notamment sur le problème, dans le problème des institutions. Aujourd'hui, le président avait mis l'accent sur l'éducation, qui est pour moi un aspect fondamental. Quand il dit que l'éducation sera gratuite et que tous les enfants au primaire, l'éducation devient obligatoire, comme aux États-Unis, c'est-à-dire que tout le monde doit aller à l'école. Il se retrouve avec 1230 écoles voilà, construites avec pour 7 millions d'enfants. On a eu des images dans les réseaux sociaux où une salle de classe faisait il y a le défi des voilà, 150 et quelques personnes. Est-ce qu'il faut juste faire des nombres comme ça, j'ai construit tant d'écoles, ok, c'est gratuit, et qu'il n'y a pas de l'éducation de qualité? Ça pose problème. Où les enseignants, les effectifs des enseignants manquent. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, ça fait partie des défis à relever pour l'avenir du Congo. Et donc, la légitimité, pour qu'ils puissent vraiment l'avoir, c'est par rapport aux réponses du plan structurel. Parce que souvent, on se dit, oui, on continue, on fait des promesses, mais comment y parvenir? C'est ça. Il y a la mobilisation des ressources, sur qui on peut compter. Aujourd'hui, les ressources minières du Congo, mais ne devraient même pas être là pour le Congo, mais pour l'Afrique, dans sa globalité. Et on regarde, c'est la même chose pour la Guinée, c'est la même chose aujourd'hui pour le Sénégal. Mais comment on peut vraiment renforcer et dire, nous anticipons parce que nous devons former, avoir nos propres ingénieurs, nos experts dans tous les domaines du pétrole, etc., pour qu'on ne nous gère pas nos affaires et qu'on compte sur nous-mêmes. Cela invite à aller vers une meilleure gouvernance de nos ressources naturelles. Tout à fait, parce qu'on ne doit pas se dire toujours, oui, la Banque mondiale est FMI. Moi, quand j'entends qu'on me dise, oui, on a une bonne note de la Banque mondiale, c'est pourquoi on doit beaucoup nous endetter, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que l'argent qu'on va chercher, on peut le trouver ici en Afrique et au Sénégal. Parce qu'on en a, mais malheureusement, on n'est pas dans cette idée de développement économique endogène, ce qu'on a appelé dans les assises nationales le patriotisme économique. Parce que
tout est politique politicienne, on préfère prendre de la Banque mondiale, et ce que l'on prend, ça ne va pas directement dans les populations, mais il y a quelque part quelque chose qui est voilà, défalqué, entre guillemets, détourné, et que, bon, lui, il ferme les yeux, celui qui te prête, parce que l'intérêt, c'est que tu puisses payer. Et il te dit, voilà comment tu dois faire pour payer. Comment tu l'as utilisé, ce n'est pas son problème. Et au final, comment tu dois payer, c'est son problème. Au final, ce sont ces populations-là qui en pâtissent. Voilà. Et Hamidou, allez-y, vous vouliez réagir? Allez-y. Le consensus de Washington, ils te disent comment tu vas payer, mais où est-ce que tu vas mettre l'argent? Si vous voulez investir dans l'éducation, on sait que le premier levier de développement, c'est l'éducation. On va dire non. Comment est-ce que vous allez rendre l'argent? Si vous voulez investir dans une infrastructure, l'autoroute à péage où il y a l'entrée de liquidité très rapidement, on dit OK. Mais on sait que ce n'est pas avec des infrastructures qu'on développe un pays. Elles sont très importantes. Mais s'il n'y a pas les citoyens bien formés pour utiliser au mieux ces infrastructures-là, on va revenir ici, on va parler des différents types de manque de civilité par rapport à cela. On reviendra à chaque fois à la case départ. Et après l'annonce même de ces résultats donnant Tshisekedi largement vainqueur à 73%, je rappelle des résultats partiels des suffrages, devant les 25 autres candidats en liste, les opposants congolais ont qualifié le scrutin de simulacre d'élection. Que pensez-vous aujourd'hui de cette attitude des opposants? Il y a même Katumbi qui a appelé à des mobilisations dans le pays. On est dans le jeu. C'est toujours le jeu politique. On est dans la surenchère. Là, c'est la surenchère, c'est le manque de fair play. Hein? Vous jouez, vous connaissez les règles du jeu, même si elles n'ont pas toutes été respectées, mais vous avez quand même joué. Vous avez eu la possibilité de boycotter, de ne pas participer. Mais une fois que vous participez et que vous n'avez pas gagné, il faut respecter les règles du jeu, mais la surenchère politique permet quand même qu'ils mobilisent. C'est une façon de faire passer la pilule aussi. C'est une façon de rassembler la base et de se projeter. Parce qu'il ne faut pas regarder juste la présidentielle, il faut voir au niveau législatif et tout cela, comment, mais si ce score-là est répercuté, il va y avoir une majorité écrasante et que ces gens-là devront avoir de la stratégie politique pour exister. Et donc ça, c'est une étape. Et c'est ce qui est normal. Et par rapport à ces résultats qu'il dénonce, Hamidou, pourtant ces opposants, en tout cas tous, dénoncent les résultats issus de ce scrutin. Même celui qui en est à sa première participation, à savoir Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Aucun de ces candidats, en tout cas, n'a introduit un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Le seul recours reçu par le Conseil constitutionnel, c'est le candidat arrivé en dernière position. Avec 0,02%. Tout à fait. Donc je pense qu'il devrait savoir raison garder. Mais c'est le jeu politique. C'est-à-dire que tout ça, c'est des actes. Le fait d'aller proposer un recours, de faire un rassemblement, de critiquer tout ça, on est dans la communication politique. Et ça fait... Ils viennent d'avoir une défaite. Une défaite est très dure à avaler, même pour un politique qui est habitué. Donc, pour moi, tout ça, on est dans l'ordre normal des choses. Pour moi, dans le jeu politique, ce qui est interdit, c'est juste la violence. Pour moi. Mais tout ça, c'est des stratégies de reconversion. On va voir. Certains, ils vont aux élections. Pourquoi? Pour penser à un second tour et être pour le candidat gagnant, pour avoir des postes. S'il gagne et rafle la mise au premier tour, ce jeu-là, ils ont misé, penser à la caution, et ils ne vont pas avoir de retour sur investissement. Même avec les opposants. Denis, est-ce que la division aujourd'hui des opposants congolais n'a pas facilité en tout cas cette victoire du président Félix Tshisekedi, puisqu'on a vu une multitude de candidatures des opposants, même si certains avaient appelé à soutenir la candidature de Katumbi pour aller vers une candidature unique de l'opposition. Est-ce que cette division n'a pas facilité la victoire de Tshisekedi? Alors c'est là où on dit qu'il n'y a pas de logique dans la politique, dans la façon de faire de la politique. Parce que, même vous prenez le cas du Sénégal, c'est pareil. Tous les opposants se disent on est contre le régime, mais ils ne vont jamais aller ensemble pour lutter contre le régime. Et c'est pareil un peu partout ailleurs. Mais pour le cas du Sénégal, la plupart de ces opposants, ils calculent également le second tour. Alors que pour le cas du Congo, c'est une élection à tour unique. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est que dans la position, même au sein de l'opposition, ils ne sont pas toujours d'accord pour dire qu'on se met derrière quelqu'un. Parce qu'il y a cet ego-là, chacun veut montrer, moi je peux défaire le monsieur qui est là parce que j'ai la capacité de mobilisation, j'ai les moyens, bon, voilà. Et donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de logique dans la démarche.
Pourquoi il n'y a pas de logique dans la démarche? Peut-être que celui qui se met candidat, lui, il a dans sa tête l'essentiel, le président, s'il gagne, il aura un œil sur moi parce qu'il a vu mon comportement, il a vu le taux que j'ai pu avoir. Donc, ça ne me menace pas, je vais le prendre pour lui donner tel ou tel poste. Pour l'autre, il se dira, bon, voilà, mon homonyme, lui, il vient pour la première fois. Donc, il est en train de se tester pour voir comment ça se passe. Mais en Afrique, en général, les oppositions, que ce soit scrutin à, voilà, un seul scrutin ou un scrutin à 2 tours, les opposants ne se mettent jamais pour la cause commune, c'est-à-dire déboulonner le système qui est en place pour mettre quelque chose en rechange, pour montrer aux populations qu'on va vous servir mieux. Puisque c'est ça l'objectif. On considère que celui qui est en train de vous servir, il ne vous sert pas bien. Nous, nous voulons vous servir mieux. Et, comme on dit en Wolof, hein, ce qu'une personne peut faire, plusieurs personnes peuvent le faire mieux. Et donc, mais ce n'est pas une logique dans la politique. Et très souvent, cette unité de l'opposition, nous ne le voyons que pour le scrutin législatif. Quand il s'agit d'élections législatives, on voit très souvent l'opposition parler d'une seule voix et aller de façon unie aujourd'hui pour avoir le maximum de sièges. Oui, et quand il s'agit de... Voilà, c'est le scrutin. Et quand il s'agit surtout de présidentiel, chacun préfère y aller de son côté et attendre un second tour pour se retrouver. Et par rapport à cette présidentielle congolaise, aujourd'hui, Katumbi Fayulu d'abord, qui était deuxième au scrutin de 2018, et cette fois-ci arrivé troisième avec 5%. Et il se disait même victorieux de la présidentielle de 2018. Katumbi qui émerge avec 18% du scrutin. Quel avenir aujourd'hui pour l'opposant Martin Fayulu? Ça dépend. Ça dépend de comment il va jouer ses cartes, parce qu'on est dans un jeu plus ou moins ouvert. Il sait que c'est quelqu'un qui compte, qui fait 2 élections avec un tel score. Ça lui permet de se remettre en question parce qu'il a perdu des points par rapport à la dernière élection, mais il pourrait en gagner. Ça veut dire qu'il y a une reconfiguration. C'est-à-dire que le deuxième là a gagné des points, et le président, parce que le président, quand il va dans une élection, on sait qu'au niveau de la sociologie électorale, le président sortant a toujours des coups de frange, parce que quand le président se déplace, qu'il le dise ou pas, c'est une campagne de proximité. On est dans une communication de proximité. Que ce soit un conseil présidentiel décentralisé, que ce soit que ça soit visite de chantier, inauguration. Ce qui est important ici, c'est qu'il est présent. Il occupe le terrain. Le fait qu'il occupe le terrain, ça fait qu'il part avec un avantage solide. Donc, si un président sortant fait une élection, s'il ne joue pas bien ses cartes, c'est là où on va faire un second tour. Mais très souvent, sauf vraiment catastrophe, un président sortant va et il a eu 5 ans de campagne. 5 ans où il était présent. De campagne, c'est-à-dire autant d'années à travers lesquelles il a tenu des conseils de ministres décentralisés, des inaugurations et autres activités présidentielle ou bien même politique qui pourrait être qualifiée de campagne électorale. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Hamidou Sambaba. Vous êtes enseignant-chercheur, également doctorant en sciences politiques. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Tabla. Merci également à votre co-débatteur, M. Denis Ndour. Vous êtes consultant en droits humains, également professeur en sciences sociales. Merci et aussi un plaisir de vous avoir reçu. C'était un plaisir, merci. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.